Et bonjour à tous pour ce nouveau webinaire express et flash de Toaster Lab qui aura pour aujourd'hui la thématique de la sécurité des denrées alimentaires pour les startups de la foodtech. Faites-en votre priorité. Le temps que chacun puisse s'installer et rejoindre le webinaire, je vais accueillir les personnes qui ont accepté de partager leur retour d'expérience d'entrepreneur et ou son expertise sur le sujet. Donc, on peut aborder le tour de table en commençant par, toi, Anne, et puis on peut continuer en se passant la parole respectivement. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Anne Vincent, je suis cofondatrice de Yumbo. Donc, nous, on est une start-up qui existe depuis 2019 et on développe et on commercialise des substituts végétaux aux œufs, donc des œufs végétaux pour les professionnels, donc les boulangers, pâtissiers, restaurateurs, industrie agroalimentaire. Et donc, voilà. Merci. Bastien? Merci Clément, bonjour à tous. Moi je m'appelle Bastien, je suis cofondateur de Jiminy's. Nous, on est une vieille start-up puisque depuis 10 ans on essaye de faire manger des insectes aux Français, aux Européens, et on fait aussi de la production agroalimentaire à façon, puisque aujourd'hui on fait des volumes de plusieurs dizaines, voire même centaines de tonnes en granola et plusieurs centaines de milliers de barres à façon pour d'autres clients. Donc si vous avez un besoin aussi, n'hésitez pas. J'espère que ce que je dirai aujourd'hui ne vous fera pas peur de venir produire chez nous. Merci Bastien et enfin toi, Tom? Bonjour à tous, Tom Vaudou, du coup je suis responsable des activités qualité au sein de Vitagora, qui est une association professionnelle de l'agroalimentaire, basée en Bourgogne-Franche-Comté et qui promeut et anime la filière agroalimentaire sur la région. Merci beaucoup Tom, et puis j'ai fait le malpoli en ne commençant pas par, me présenter en ce début de webinaire, donc je suis Clément Galbois et je suis en charge du programme Toaster Lab, programme d'accélération 100 agri-food, porté par, le pôle, Vitagora. Vous nous avez rejoints aujourd'hui pour les 45 prochaines minutes, sur ce format qui se veut court, utile pour vous, entrepreneurs de la foodtech, sur un sujet qui très souvent, est un caillou dans la chaussure pour bien des entrepreneurs de la foodtech. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est que vous puissiez avoir le retour d'expérience d'entrepreneurs, en place et un premier regard d'un expert qui intervient, chez Vitagora et à l'intérieur du programme Toaster Lab. Pour vous faire un point sur l'organisation, on aura un temps de témoignage de chacune des startups, puis un temps de retour d'experts qui synthétisera le tout, et puis nous pourrons répondre à vos questions. Donc, d'avance, n'hésitez pas à employer le chat pour adresser vos questions. Nous y répondrons avec plaisir sur les 45 prochaines minutes. Du coup, une fois n'est pas coutume, on va prendre le contre-pied de la galanterie aujourd'hui. Et je vais te proposer, Bastien, d'intervenir, de nous partager un peu ton regard sur ce sujet de la qualité dans la conduite de ton entreprise. Merci Clément. Je précise quand même qu'on prend le contre-pied de la galanterie avec l'accord de Anne, sinon on ne s'y serait pas autorisé. Merci déjà pour enfin, la possibilité de vous raconter un petit peu comment ça se passe. Moi, personnellement, pour vous parler de qualité, c'est ni mon métier principal puisque je suis juriste à la base, donc bon, c'est toujours la qualité, il y a beaucoup de normes, ça aide un petit peu. Mais j'avais un aspect très distant, très froid avec la qualité, puisque je voyais plus ça comme un cadre embêtant plutôt qu'un axe. Et aujourd'hui, je le vois vraiment comme une composante de gestion, de la même façon qu'on gère sa trésorerie, qu'on regarde. La qualité est devenue pour nous chez Jiminy's un axe extrêmement important de management à tous les niveaux de l'entreprise. Et pourquoi? Pour des raisons très simples, c'est que si on met ça de côté, on s'expose à des soucis extrêmement divers et variés. Le premier, qui est le plus évident, qui fait le plus peur, c'est le retrait-rappel en cas de non-conformité aux soucis divers et variés, mais aussi plein de petites choses qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la trésor, sur les relations avec les clients, sur l'attendu aussi de ces produits, et puis tout simplement aussi sur la gestion de sa boîte. Donc nous, on est passé par plusieurs étapes, puisque maintenant la société va tranquillement vers ses 10 ans, et au début, la qualité, c'était
je dirais pas du rudimentaire, mais c'était pas très, très bien mis en place et aujourd'hui, on a la chance d'être, certifié FSSC 22000, d'être accompagné sur ces certifications par pas mal de gens, notamment Vitagora et notamment d'être audité de temps en temps par Tom, ce qui est extrêmement bien pour nous. J'espère qu'il n'est pas choqué à chaque fois qu'il vient. Et voilà, et pour vous raconter un petit peu le parcours, donc on est passé de pas de qualité à part un plan de maîtrise sanitaire basique et puis un HACCP mis en place à des procédures beaucoup plus dures. Un service qualité aujourd'hui où il y a 2 personnes qui travaillent à plein temps, dont une responsable qualité. Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Tout simplement pour optimiser, nous, notre possibilité en fait d'être performant et surtout de pouvoir s'endormir tranquille le soir et de se dire qu'aujourd'hui, un produit qui va être consommé par un de nos consommateurs ne va pas le tuer. Ça semble évident, mais la base de la qualité, c'est quand même ça, c'est garantir la sécurité alimentaire et on n'y pense pas assez souvent, mais le but ultime, c'est quand même ça. C'est pas que de remplir des plans et de faire des belles croix pour dire que tout est nettoyé et propre, c'est de s'assurer que ça va bien et en fait, ça peut arriver à différents points puisque, moi, si je vous prends notre petite histoire, côté qualité, on a, pas mal d'événements qui nous ont fait comment dire? Poser des questions, donc notamment, 1er point, les fournisseurs, ça peut sembler évident. Nous, on est certifié bio, on travaille à 99,9% avec des produits bio et pourtant, ça nous est déjà arrivé d'avoir des soucis de produits. Donc, là, on est en 2016, on a une commande de 120 000 bars pour un client au Royaume-Uni, un client qui est très connu parce qu'il s'appelle Bear Grylls. Il est en train de monter son parc d'attractions. On doit livrer les bars à toute vitesse. Notre fournisseur habituel n'est pas capable de suivre notre commande de pâtes de date. On passe par un autre fournisseur de la place qui est tout à fait connu et autre. Il nous livre la palette, on commence la prod, et puis fin de prod, on va dire que le chef de production goûte une barre pour voir si ça correspond, si tout se passe bien. Hop, il tombe sur un gros bout de noyau de date, il en mange une deuxième, bout de noyau de date, il en mange une troisième, pareil. Résultat, 120 000 bars invendables parce que la pâte de date est truffée de noyaux. Donc bon, là, on a de la chance, les produits sont jamais partis de chez nous. Mais pour une simple histoire de check fournisseur et autres, on se retrouve avec 120 000 unités à refaire qui sont pas bonnes. Un client qui est furax parce que, bien entendu, on lui dit qu'on va pas lui livrer 120 000 produits contaminés. Et premier signal d'alerte pour nous, puisque jusqu'à maintenant, on pensait que la qualité, c'était vérifier la microbio des produits, leur conformité, mais on n'avait jamais eu de souci avec un fournisseur qui avait un impact. En fait, ça nous a amené à revoir déjà toute notre façon de gérer, de scorer les fournisseurs et de faire très attention à ça. La suite de l'histoire sur ces bars, c'est que on rattrape le coup, on commande en urgence ailleurs et on réussit à livrer. Malheureusement, la société qui gérait ça derrière aura du mal à décoller et fera faillite. Donc bon, malheureusement, ça n'a pas continué. Donc ça a été un petit peu la double peine pour nous là-dessus, puisque voilà, petit souci qualité qui a amené aussi en fait que le client qui ait pris du retard soit pas au rendez-vous derrière sur la commande. Et bon, je vous rassure, il n'a pas fait faillite à cause de ça, mais c'est jamais agréable entre guillemets d'avoir ces petits problèmes-là, et ça part de là. Et très souvent, c'est des choses insignifiantes. L'autre souci qu'on peut avoir aussi, dont on a sûrement déjà tous entendu parler en travaillant dans le bio, c'est les mites. On a des infestations de mites très souvent quand on travaille du flocon d'avoine pour des granolas, des muesli ou autres. Ça a beau être connu, on a beau avoir plein de façons de lutter contre, ça reste toujours aujourd'hui très difficile de gérer contre ça. Le danger dans l'absolu, il est très faible, puisque un verre de mite sur un produit, ça se voit, une mite qui vole, ça se voit. Aujourd'hui, il n'y a pas de danger pour l'humain en cas d'ingestion ou autre. Par contre, un client qui ouvre un produit et qui voit un verre de mite qui se balade, il n'est pas content. Et il est vraiment pas content du tout, et il va appeler et il va prévenir tout le monde que c'est un scandale, que son produit est imité. Alors ça, nous, ça nous est arrivé sur une production en marque blanche avec un client où on a eu 18% des produits de cette prod-là qui étaient concernés. Et encore une fois, là, ça a l'air de rien comme ça, hein, c'est un petit souci de qualité bête et méchant.
qui est comment on gère les infestations de mites pendant l'été ou sur des températures hautes quand on n'a pas les moyens. Parce que bien entendu, la réponse des fournisseurs, elle est toujours très simple, c'est ah bah faites tout en température dirigée ou autre, sauf que c'est pas possible pour une startup qui démarre, c'est pas possible dans plein d'installations quand on travaille en sec. Et ça, pareil, c'est des petits soucis de qualité, nous, qui nous ont amenés à revoir aussi nos plans de fonctionnement, d'essayer de trouver des solutions. Et finalement, on se rend compte que des petits problèmes à la base ont des implications sur tout et obligent à avoir un regard extrêmement critique et un suivi de ces non-conformités pour permettre de ne pas mettre la boîte en danger, de rester performant et puis surtout de ne pas faire peur aux clients, au consommateur final. Puisque sur cette production-là, on est en plein mois de juillet, on a à peu près 6,5 tonnes de flocons d'avoine qui sont contaminés, sauf que les mites sont dans les sacs, on ne le voit pas. Et on perd un temps fou à trouver des solutions d'urgence pour éviter ça. Avec un prestataire spécialisé, on perd du temps. Mais encore une fois, voilà, c'est des choses qu'on n'imagine pas quand on monte sa boîte, qu'un jour on va se retrouver avec des nuées de mites dans un atelier. Pourtant, c'est des choses qui peuvent être amenées à faire. Et c'est à partir, je dirais, de ces petits éléments d'un du tout qu'on s'est dit et qu'on a commencé à penser sérieusement qu'il fallait qu'on améliore notre qualité, qu'on a commencé à regarder les certifications. Donc nous, on était certifiés bio depuis quelques années, mais on n'avait pas trop d'impératifs. Puis on a commencé à travailler avec la grande distribution. Ce qui a été pour nous le premier step, ça a été de se faire certifier ISO 22000, ce qui a amené un sérieux dans notre qualité en termes de rigueur, de suivi qu'on n'avait pas avant. Non pas qu'on ne suivait pas les produits, mais on le faisait différemment. Ensuite, on a passé un autre step puisqu'on a décidé de se faire certifier FSSC 22000. Alors, je vous rassure tout de suite, le fait qu'on soit certifié ne veut pas dire que les problèmes n'arrivent plus. C'est juste qu'on a une façon différente de les gérer. Mais on a encore eu des mites cet été, par exemple. On en aura sûrement l'été prochain puisque ça revient en période de forte chaleur. Et derrière, voilà, aujourd'hui, ça implique dans la gestion de la startup de voir ça comme un poste à part, comme un grand axe. Comme je le disais en intro, comme vous pourriez gérer votre trésor, d'être performant sur la qualité, d'avoir des indicateurs clés qui permettent de savoir où on en est. Nous, aujourd'hui, on a par exemple des relevés de mesure dans l'atelier qui sont des relevés de température, d'humidité qui permettent tout de suite de se dire sur une prod s'il y a un risque et on ait une AW qui ne soit pas conforme, qu'on ait un produit qui risque une non-conformité, de se dire on a tout de suite des mesures correctives à mettre en place juste en checkant des relevés de température automatiques ou d'humidité dans l'atelier. Et bien sûr, derrière, voilà, nous, le point aussi, c'est de l'intégrer dans le management et dans la direction, de l'intégrer dans les contrats, puisque encore une fois, si je repars quelques années en arrière, j'avais pas forcément d'objectif qualité avec mes clients. Aujourd'hui, quand on contractualise aussi sur des critères microbiaux d'avance, on contractualise sur des process avec des mesures correctives directement en cas de souci. Et tout ça nous amène en fait au fait que voilà, quand on s'est lancé, la sécurité alimentaire, on y pense tous, on veut tous bien faire, mais c'est pas évident. On a été accompagné par pas mal d'entreprises pour mettre tous ces plans en place. Ça s'est pas fait tout seul. Mettre en place une culture qualité dans une entreprise, ça se fait pas non plus automatiquement, il faut insister. Et quand je dis insister, ça passe forcément par le haut, donc ça passe forcément par les cofondateurs ou les managers qui sont en place sur les usines ou sur les ateliers de production. Et aujourd'hui, comme je le disais, ça réduit pas les emmerdes, ça fait juste qu'on les appréhende de façon différente. J'aurais malheureusement pas le temps de vous expliquer tous les petits trucs qui nous sont arrivés, mais j'ai connu des retraits rappels à cause du sésame, comme beaucoup d'industriels, par exemple, ces derniers temps, grâce à l'oxyde d'éthylène. Ça a pu être géré très, très simplement quand on est capable de bien gérer sa traça très vite et ses retours clients. On a eu aussi, beaucoup plus fun, on a eu un labo allemand qui a détecté un allergène qui n'était pas présent dans un des produits qu'on vendait, qui était de la moutarde qu'on a eu dans un batch de semoule de blé dur qu'on utilisait pour faire des pâtes. Et ça, pareil, on tombe un peu des nues quand on appelle le fabricant, qu'on lui dit attendez, là, la semoule que vous nous avez vendue, il y a un allergène qui passe sous le packaging, c'est ultra dangereux. Et qu'on se rend compte que lui non plus n'était pas au courant, donc on gère ça. On fait attention et puis on met de plus en plus de process en place. Et voilà, le but du jeu, ça ne sera pas que rien n'arrive,
ça sera vraiment d'être capable de l'anticiper, que si quelque chose arrive, on soit armé pour réagir le plus vite possible. Là, par exemple, dans le cas des pâtes, contamination sur un allergène qui n'est pas prévu, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais au moins, le fournisseur a mis en place un nouveau plan de contrôle et on sait qu'à l'avenir, il n'aura plus jamais ça dans ses produits. Et puis, bien sûr, derrière, c'est aussi être capable, nous, dans notre partie insectes, c'est être capable d'inventer la qualité, puisque quand on a commencé, il n'y avait absolument rien qui était en place, que ce soit sur les critères, que ce soit sur le plan, tout simplement, novel food des produits, et comment est-ce qu'on allègue du novel food, comment est-ce qu'on traite avec les autorités quand on a un cadre qui est complètement vide, ce qui est ultra intéressant. Mais je vois que le temps défile et je pense que Clément va me faire les gros yeux, donc je vais m'arrêter là, je vous laisse la suite pour les questions. Merci. J'attendais simplement que tu finisses ta phrase, Et effectivement. voilà, je savais que ça allait arriver, donc je finis ma phrase et n'hésitez pas pour le reste, mais si je devais, en conclusion, vous dire une seule chose, c'est surtout, si vous faites des plans de trésor, si vous regardez votre chiffre d'affaires, il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas pareil avec votre qualité, sinon c'est qu'il y a il y a un futur problème de gestion qui va arriver, c'est sûr. Merci beaucoup, Bastien. Et puis, on aura l'occasion de revenir sur certains sujets par la suite. Mais dans tes propos, il y a une attention toute particulière à donner sur les fournisseurs, tel que je l'entends, mais on pourra revenir sur le sujet juste après. J'ai vu que Clara nous avait rejoint. Anne, est-ce qu'elle nous entend correctement? Est-ce qu'elle est en mesure de s'adresser à nous? Oui, je vous entends. Très bien. Bonsoir Clara. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Je vais donc vous laisser la parole sur ce deuxième témoignage, autant à Clara que toi, Anne, en fonction de ce que chacune veut partager au public aujourd'hui. Ouais, très bien. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, je propose, je vais commencer à donner un petit peu mon retour et puis je laisserai la parole à Clara pour continuer, puisque sur cette thématique de qualité, elle et moi avons été impliqués depuis le début et avons appris au fur et à mesure. Puisque comme Bastien, on n'était ni l'une ni l'autre des spécialistes de la qualité. On ne l'est toujours pas. Mais par contre, je pense entre le moment où on a commencé à aborder ces thématiques-là, il y a, donc nous, on a lancé notre premier produit en 2020. Entre début 2020 et aujourd'hui, il y a déjà énormément qui s'est passé et on est encore au tout début de notre démarche qualité. Donc je pense que par rapport à Bastien, on est beaucoup moins avancé. On souffre parfois, mais voilà, on apprend et on s'améliore. Donc, juste pour vous donner un petit peu le contexte de ce qu'on fait. Donc, nous, dans la fabrication de nos produits, on travaille avec un sous-traitant. Donc, on fabrique des substituts végétaux aux œufs. Donc, c'est aussi un produit qui est innovant. C'est un produit, pour le coup, on utilise des ingrédients qui sont connus. Mais par contre, le processus de fabrication, il est unique et le prestataire avec qui on travaille n'avait jamais fait ça avant. Donc, et nous, on n'avait jamais fait ça avant non plus. Donc, ça nous a amené à beaucoup de mise en place de certains process qui encore aujourd'hui ne sont pas vraiment matures à tous les niveaux. Au départ, quand on a commencé à lancer les produits, on faisait simplement comme Bastien le disait, les analyses microbiologiques, etc. On s'est vite rendu compte que c'est sur tout le cycle de la production qu'il fallait mettre en place les mesures de qualité. Au départ, notre plan HACCP, on l'a mis en place en fait avec Tom d'ailleurs, avec l'aide de Tom sur toute la formation à ce sujet-là, suite à des demandes de nos premiers clients en fait. Donc nous, on a été plutôt réactif que proactif par rapport à ça. Et en fait, chaque fois, les demandes des clients qui sont des clients industriels nous permettent en fait, en fonction de leur spécificité, chaque fois d'étoffer un petit peu la démarche au niveau HACCP en fonction de leurs exigences à eux.
L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a eu assez vite sur Yumgo des demandes qui venaient d'un peu partout dans le monde. Donc, ce qui nous a aussi forcé à avoir une démarche qui est un peu qui est internationale au niveau de la qualité, même si c'est assez standard en général d'un pays à l'autre. Ce que je voulais dire également, c'est que ce que Bastien a dit au niveau des fournisseurs, pour nous, ça a été aussi quelque chose d'assez important parce que bien sûr, on avait des demandes vis-à-vis des fournisseurs au niveau de garantie de qualité sur les ingrédients et tout, mais on s'est rendu compte que parfois, chez un même fournisseur, les ingrédients pouvaient varier d'un lot à l'autre, ce qui pouvait avoir de l'impact sur notre production également et sur nos process de production. Donc ça, c'est des surprises en fait qui ne sont pas dues à une faute forcément d'un fournisseur, mais à des spécifications des ingrédients qu'on n'avait pas forcément anticipées comme pouvant avoir un impact sur la production. Donc ça nous a créé en fait des problèmes sur certains lots qu'on a produits parce que malgré le respect en fait des process qui étaient mis en place, mais c'était pas suffisant pour assurer que le produit allait être conforme. Donc sinon, ce à quoi je pensais également, c'est que nous, on a été pas mal contrôlés par étant des produits véganes, étant des concurrents aux œufs, mais on a certains disons, on est examiné d'assez près par les coopératives agricoles qui aiment bien faire des analyses sur nos produits. Donc, ça nous pousse aussi à toujours être hyper vigilants parce qu'on sait que certains c'est pas forcément des concurrents, mais certaines personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait de très près cherchent parfois à la petite bête sur nos produits. Donc, on doit être vraiment certain que tout ce qui que le produit est absolument irréprochable. Donc, ça, c'est important pour nous. Et puis, de manière générale, je pense que nous, on est vraiment encore au début de tout cet apprentissage. On apprend au fur et à mesure. On apprend beaucoup aussi d'expérience par des problèmes qui viennent sur les productions. On n'a pas encore eu de retrait rappel, mais on a eu chaud plusieurs fois, ce qui pousse aussi à la prudence de notre côté par rapport aux engagements qu'on peut avoir par rapport à des clients potentiels. Donc aujourd'hui, on est dans une démarche aussi où face à certaines demandes qui sont très alléchantes, on se rend compte qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à assurer ce type de demande, donc on préfère être transparent par rapport à ça également et de dire aujourd'hui on n'est pas capable de vous livrer telle quantité en tel délai parce que voilà, nos process ne sont pas encore en place pour ça. Donc voilà, je vais laisser la parole à Clara pour élaborer un petit peu plus sur certains points. Du coup, je vais reprendre la parole. Anne a déjà bien détaillé la qualité que l'on faisait depuis le début de la start-up à maintenant. Et c'est vrai qu'on a bien évolué parce qu'au tout début, on n'avait rien du tout sur la qualité. Enfin, aucun produit n'était commercialisé, donc ça fait sens, mais quand même. Et au niveau des actions, pour parler un peu plus concrètement de ce que nous, on met en place, déjà, on fait des rapports de production avec toutes les actions qualité que le sous-traitant fait de son côté. Parce que même si on sous-traite notre production, nous, de notre côté, on doit aussi... Enfin, on a appris qu'il fallait qu'on en ait de notre côté et pas uniquement compter sur la qualité de notre sous-traitant. Donc, eux, leur rôle, c'est de prendre des mesures physico-chimiques comme le Brix et le pH à chaque production, à différents moments de la production sur chaque lot. Donc ça, c'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Parce que nous, de notre côté, du coup, on met en analyse les produits pour la microbiologie et on teste selon des tests technologiques qu'on a mis en place de notre côté tous les produits. C'est-à-dire que chaque produit, chaque lot est testé dans notre labo de R&D, voir si au niveau des propriétés, il est conforme.
parce que du coup, avec nos produits qui sont des substituts aux ovoproduits, on a des propriétés qui doivent être validées. Et donc, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, on fait des tests identiques dans des conditions identiques pour s'en assurer. Et après, bon, c'est plus remplir des documents qualité un peu basiques pour tout ce qui est traçabilité des matières premières, mais qui sont quand même très importants. Et peut-être que je rebondirai aussi sur ce que disait Bastien, sur les fournisseurs. Parce que c'est vrai qu'au début, on se disait qu'il n'y avait pas forcément besoin d'analyser au niveau des contaminants les matières premières parce qu'on faisait confiance à nos fournisseurs. Et au final, on a fini par le faire et on a eu quelques surprises. Donc c'est vrai que bon, maintenant on y fait plus attention, mais au début on pourrait se dire qu'on peut faire confiance à 100%. Et en fait, non, il faut bien tout vérifier à 100% parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un petit pesticide dans une des matières premières et que le fournisseur soit ne le sache pas, soit ne dise rien là-dessus. Et globalement, je pense qu'on a dit un peu, enfin, qu'on a bien tout détaillé. Voilà. Ouais. Juste pour dire une dernière chose par rapport aux relations avec les prestataires. Donc, nous, notre prestataire de production, c'est vraiment super important de travailler de manière très rapprochée avec eux. Parce qu'en effet, la qualité, c'est une démarche globale qui se fait des deux côtés. Mais au final, c'est nous qui sommes responsables des produits qu'on vend. Donc, on ne peut pas, même s'il y a des mesures de qualité et des process qui sont mis en place par le fournisseur, c'est une démarche globale qui doit se faire ensemble pour que ça valide vraiment que le produit est conforme, que le produit est stable et que tout est OK. Mais de toute façon, vous êtes, comme tu l'as évoqué, vous êtes en première ligne si jamais il y a un problème et que quand bien même ça ne vous incombe pas, concrètement, vous êtes la première cible en cas de ce problème, comme dans le cas où Bastien évoquait tout à l'heure, dans la vente de ces produits qui n'étaient pas conformes par rapport à ce qu'il a pu évoquer. Très bien, merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour ces éléments de terrain. Peut-être que je vais te laisser toi, Tom, maintenant aborder des éléments incontournables autour de la qualité dans la conduite de ces projets avant qu'on puisse un peu échanger ensemble sur des questions plus générales. Une fois encore, n'hésitez pas à adresser vos questions dans le chat si vous en avez toutefois à l'instant prévu. Ouais, je vais essayer d'être rapide et concis. De toute manière, le support, vous aurez Le but pas de t'empêcher de parler. Hein. Non, mais alors, vous aurez le support, quoi qu'il arrive, par la suite. On se débrouillera avec Clément pour vous le transmettre. Mais il y a pas mal d'infos dans ce support. L'idée, c'est de... Vous verrez, je vais faire le lien avec ce qu'a pu dire Bastien, Anne ou Clara. Ça va. On ne s'est pas concerté. On va se retrouver sur tout ce qu'on s'est dit, donc c'est bien. Juste en rappel sur toute cette notion de qualité. Finalement, la qualité des aliments, à la base, c'est quoi ? Il y a plusieurs dimensions. Il y a une qualité de service, on peut appeler qualité de service via la présentation de votre produit, sa conservation, le rapport qualité-prix peut-être pour le consommateur. Une autre dimension, ça va être l'aspect sensoriel, côté organoleptique du produit. Alors, on va s'intéresser au goût, à l'odeur, à l'aspect et la texture. C'est une autre dimension de la qualité, ça. La qualité aussi, l'aspect santé, avec les qualités nutritionnelles de votre produit. Et enfin, l'aspect dont on a entendu parler là depuis une demi-heure, l'aspect sécurité de la qualité. Et quand on parle de sécurité des denrées alimentaires, s'assurer d'une absence de corps étrangers, éviter le développement microbien principalement, mais pas que. Donc voilà, la qualité, elle est vraiment transversale sur votre activité, quelle qu'elle soit. Quand on parle de sécurité des aliments, finalement, si on donne une définition plutôt simple de la notion, c'est s'assurer que les aliments sont sans danger pour le consommateur quand ils sont préparés et ou consommés conformément à l'usage auquel ils ont été destinés. Quand vous développez un produit,
Bastien est sur des produits liés à la novel food, hein, donc une réglementation assez spécifique. Il a été confronté à ça, mais quel que soit le produit que vous mettez sur le marché, la sécurité des aliments, c'est une définition claire pourrait être celle-ci. Les contraintes et d'autres soucis auxquels vous pourrez être confrontés, on en a parlé, hein, il y a l'aspect sanitaire. Aspect sanitaire, on peut prendre comme exemple la crise de Lactalis avec la listeria il y a quelques années, par exemple, où historiquement, on parle encore aujourd'hui de la vache folle, hein, comme exemple. Crise sanitaire vraiment importante. La qualité, un souci qualité, ça peut être aussi, du coup, par conséquent, un problème économique. Hein. Bastien en a parlé un petit peu, mais qui dit retrait-rappel dit forcément à un moment un coût pour vous. Hein. Et dans certains cas, quand on est sur des structures un peu jeunes, type des startups qui commencent et qui sont exposées à ce genre de soucis au démarrage, le souci est d'autant plus important. Donc, faire attention à ça. Et enfin, l'image. Hein, l'image aussi liée à l'aspect économique et donc à vos soucis qualité qui peut tout de suite en prendre un coup énorme et certains peuvent ne pas s'en relever, quoi. Un gros comme Lactalis s'en sort parce que Lactalis est suffisamment gros pour, mais ça peut arriver à une start-up ou même une PME, hein, de taille assez importante et ça peut avoir des effets vraiment dévastateurs. On a fait un petit peu appel, alors cette slide, je vous dis, elle est très dense, mais c'est un peu un récap de l'aspect réglementaire auquel vous allez être confronté avec une activité dans l'agroalimentaire. Ce que je conseille souvent et ce par quoi il faut commencer, hein, c'est de savoir à quelle réglementation on va être confronté. Hein, en fonction de votre activité, on va parler d'un tronc commun, hein, au niveau réglementaire. Au niveau européen, qu'on appelle le paquet hygiène. Hein. Vous êtes censés tous avoir entendu parler de ce paquet hygiène à un moment ou à un autre. Et à côté de ce paquet hygiène, vous allez avoir des réglementations annexes, un petit peu, enfin on va dire annexes, en fonction de vos activités, en fonction des produits que vous allez développer, peut-être des matières premières aussi que vous allez utiliser, votre matériel aussi. Et tout ça, c'est un premier travail à effectuer au niveau qualité. Moi, je trouve, quand on développe une démarche, on pourra en discuter un peu après, mais voilà, la base, c'est de savoir à quelle réglementation vous allez devoir faire face et ensuite mettre en place au fur et à mesure les différents items qui vont permettre de répondre à la réglementation. Si on rentre, sans rentrer trop dans les détails, hein, mais ce premier gros règlement, là, le numéro 178, qu'on appelle Food Law, hein, c'est quoi finalement? Ça porte sur le caractère d'obligation de résultat et d'avoir un caractère sûr et sain de vos denrées alimentaires que vous allez mettre sur le marché. Hein, et assurer que la protection de la santé du consommateur. Ça va être la chose la plus importante. Ce règlement vous oblige aussi à mettre en place un système de traçabilité de vos produits, hein, et un moyen de retrait-rappel. On parlait tout à l'heure avec Bastien. S'il y a un souci, il faut être capable de réagir le plus rapidement possible. Donc forcément, on ne met pas sur le marché des denrées alimentaires qui sont dangereuses, hein, question de sécurité, mais aussi de salubrité alimentaire. Ensuite, on va avoir deux strates. Hein, une qui va concerner les professionnels, donc vous, avec différents règlements. Hein, donc ça, c'est non exhaustif, hein, mais le 183, si vous êtes sur de l'alimentation animale, vous allez avoir des règles spécifiques à ce genre d'activité. Le 852, très important aussi, qui va vous donner les directives au niveau des règles générales d'hygiène pour toutes les denrées alimentaires et va faire intervenir ici la notion d'HACCP, analyse des dangers dans votre process de fabrication. Ce sur quoi je vous dis de vous référer au guide de bonnes pratiques d'hygiène, qui sont des aides un petit peu à la mise en place de tout cet aspect qualité en interne. Et quand vous êtes sur des activités type novel food ou produits substituts végétaux, etc., il faut un peu switcher entre les différents guides qui existent
pour que ça colle au plus près à vos produits et que l'aide soit utile, quoi. Le 853, juste à côté, c'est des règles spécifiques quand vous mettez sur le marché des produits d'origine animale. OK. Là, j'ai mis une référence qui est une instruction technique de la DGAL. Vous pourrez aller la consulter. Pourquoi ce cas-là est un peu différent? C'est que quand vous mettez sur le marché des produits d'origine animale, vous devez absolument mettre en place, enfin faire une demande d'agrément sanitaire. OK. Donc, cette instruction technique vous permet de déterminer déjà si vous êtes concerné par ce cas-là ou pas. Et derrière, vous explique quels documents les autorités vont vous demander. Ces autorités, elles sont concernées par donc c'est la troisième strate, là, service de contrôle, dans lequel on retrouve le règlement 882 et 854, où concrètement, ça va être les règles, eux, de contrôle officielles pour les contrôles du respect des bonnes pratiques d'hygiène dans vos entreprises. Le deuxième, le 854, c'est pour les règles de contrôle qui concernent les produits d'origine animale qui vont être destinés à la consommation humaine. Okay. Donc, voilà, le point réglementaire, c'est vraiment la chose première en qualité, être d'aplomb là-dessus et savoir ce à quoi vous êtes confronté. Une fois que vous avez votre cadre réglementaire, on parle classiquement de mise en place d'un plan de maîtrise sanitaire. Je vous ai parlé de l'agrément sanitaire. Un agrément sanitaire, c'est quoi? C'est mettre en place son plan de maîtrise sanitaire. Un plan de maîtrise sanitaire, il décrit les mesures qui sont prises par l'établissement pour assurer à la fois l'hygiène, la sécurité sanitaire de vos productions vis-à-vis des différents dangers. Peut-être que ça vous parle, biologique, physique, chimique ou allergène. On rajouterait même radiologique maintenant. Il va comprendre tous les éléments qui sont nécessaires à sa mise en place et les preuves de l'application. Un plan de maîtrise sanitaire, et là on peut refaire le lien avec la réglementation, mais c'est quoi? Il y a 3 stades, c'est pour ça qu'on fait un schéma de pyramide. La base, ça va être vos bonnes pratiques d'hygiène, mise en place, donc en s'inspirant des différents guides qui existent. Deuxième strate, étude HACCP, analyse des dangers de votre process de fabrication. Et ça, c'est une part très importante à mettre qui va déterminer les différents éléments que j'ai pu mettre autour. Qu'est-ce qu'on va retrouver en lien, par exemple, un plan de nettoyage et de désinfection. On parlait des mythes, le plan de lutte contre les nuisibles. Toute la partie documentation et enregistrement liée à la mise en place de ces éléments-là. Voilà, la qualité va s'articuler entre la mise en place de l'aspect terrain, mais aussi l'aspect documentaire. Et c'est là qu'il faut avancer à son rythme, il faut mettre les choses et complexifier avec l'accroissement de votre activité. Et voilà, Anne, dans quelques temps, chez Tamago, on aura peut-être une certification ISO 22000 comme Bastien, par exemple. Mais voilà, il faut vraiment voir ça comme une progression dans le temps. Mais la base, c'est ça. Bonne pratique d'hygiène, étude HACCP. Et la dernière strate, on en parlait, et c'est une obligation réglementaire aussi, c'est la traçabilité et la mise en place d'une gestion des produits non conformes / retrait-rappel. D'accord? Il faut être capable de récupérer le produit que vous avez mis sur le marché si vous vous rendez compte a posteriori qu'il y a eu un souci pendant la production, où on vous dit, tiens, vos analyses microbio, ça ne va pas. Il faut être capable de récupérer tous les produits. Pour conclure, c'était flash, formation flash sur ce sujet, mais voilà, retenez bien que les professionnels, vous êtes responsables de la sécurité alimentaire et vous devez vous assurer que seules les denrées sans risque pour la santé sont mises sur le marché. On fait donc appel à la sécurité sanitaire des aliments via cet objectif réglementaire extrêmement large. Référence au paquet hygiène, mais pas que, je vous ai dit. Les réglementations annexes, contact des matériaux, règlement INCO aussi, tout ce qui concerne les règles d'étiquetage, très important celui-ci.
Donc, un objectif réglementaire. Et comme ont pu en parler Anne et Bastien, qu'est-ce qui va vous aider aussi à progresser au début? C'est les professionnels, vous, professionnels, qui allez devoir appliquer les exigences du distributeur ou du client hein, pour couvrir votre responsabilité. Donc, que ça soit avec des produits en marque distributeur ou un client. Hein. Et là, on va se référer à quoi? Au cahier des charges. Hein. Cahier des charges formulé correctement ou pas, mais où on va avoir voilà, notre produit, on exige telle ou telle analyse microbiologique, il faut que l'activité de l'eau dont on parlait tout à l'heure soit strictement inférieure à telle valeur, etc. Voilà, c'était très... c'était condensé. C'était condensé, effectivement, mais je ne doute pas que c'était utile, quitte à ce que les personnes qui se sont inscrites, qui ont accès au replay, puissent revenir sur le document et ou prendre contact avec nous pour en savoir davantage. On a une question qui est tombée dans le chat pour toi, Tom, de Monsieur Truchelu. Quelle différence fait-on entre retrait et rappel? Oui, alors, un retrait-rappel. Donc, le retrait, c'est le fait de retirer un produit soit d'un entrepôt, soit des rayons, un produit non dangereux pour la santé, pas encore vendu. D'accord? À partir du moment où on parle de rappel, c'est chez le consommateur. Et c'est là que vous allez, le rappel, c'est quand vous voyez aux caisses des supermarchés, par exemple, les petites feuilles où il est écrit « Si vous avez acheté tel lot de jambon, on vous met les numéros de lot et si vous êtes concerné, on vous demande de les ramener en magasin. » Voilà, il y a vraiment cette notion de... Le rappel, c'est déjà chez le consommateur. Le retrait, on a encore ce moyen de... Voilà, on n'est pas passé à la consommation, on va dire. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Tom. Oui. Pour tirer un peu sur la fin de ce webinaire, je m'adresse à nos entrepreneurs tout particulièrement sur s'il y avait une règle d'or concernant le sujet qui nous rassemble aujourd'hui à adresser aux entreprises qui se poseraient la question, qu'elles se la posent tardivement ou qu'elles soient en activité depuis un moment, quelle serait cette recommandation? Et je peux vous le demander à tous les trois, hein, d'ailleurs, Bastien, Clara et Anne, voire à toi, Tom, si tu avais une énième règle d'or que tu inviterais les entrepreneurs à respecter. Non, moi, la seule chose que je peux dire en tant que qualiticien, entre guillemets, c'est de prendre ça à la racine et même si ce qu'on peut voir régulièrement, c'est que c'est plus l'aspect commercial qui prend le dessus au début d'une startup. Très rapidement, garder dans un coin de sa tête la notion de qualité et y penserait très rapidement, quoi. Hein, ça peut vite être un frein si vous n'avez pas pris ça en compte assez tôt. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, Tom. Même si c'est un sujet qu'on n'a pas forcément envie d'aborder dès le début, se forcer à se plonger dedans rapidement, ça aide. Et de ton côté, Bastien? Bah, écoute, je rejoins ce qui a été dit par Tom et Anne. Moi, j'ai un mantra qui est assez simple et qui s'est imposé un petit peu par lui-même au fil des années, c'est que ça peut sembler évident, mais à partir du moment où il y a un produit qui sort de chez nous, que j'oserais pas donner à manger à mes enfants, c'est qu'il sortira pas de chez nous. C'est qu'il y a un souci quelque part. Et parfois, on fait des réunions, je dirais à haut niveau avec des responsables qualité et autres, quand il y a une question qui se pose sur une microbio parce qu'elle est pas mauvaise, mais d'un autre côté, on a besoin des produits rapidement. Alors, si elle est pas tout à fait dans les normes, on va dire que oui. Et quand je mets ça sur la table, très souvent, la réponse, elle s'impose d'elle-même. Et c'est vrai que maintenant, pour la gestion commerciale derrière, on l'a aussi appris à nos dépens, comme je le racontais sur certaines anecdotes. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, on bloque, on fait une mesure corrective, ou dans le pire des cas, on détruit. Ça, c'est voilà, hein, c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement, mais
le pire qui puisse arriver, c'est qu'on lance un truc et encore une fois, comme le disait Tom, un retrait-rappel, ça coûte cher, très cher, et il y a certaines sociétés qui s'en remettent jamais. C'est vrai que nous, on s'est lancé au moment de la crise du cheval. Quand on s'appelait Spanghero à l'époque, c'était compliqué de faire du business avec certains clients hauts. Donc voilà, pas tout ça parce que l'image de marque est complètement détruite par des choses qui peuvent arriver. L'impact est terrible. Et ça, en tant que chef d'entreprise, c'est quand même à nous de veiller à ça et de jamais sous-estimer les dégâts que ça peut faire. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pu participer aujourd'hui à cet échange autour du sujet de la qualité parmi les startups de la food tech. Est-ce que une actualité très brève de chacun d'entre vous, quelles sont les actualités en ce moment vous concernant? Pour Yumgo, là, on est en phase de finalisation de notre nouvelle version du Yumgo entier, donc le substitut de l'œuf entier, donc très prochainement disponible. Puis sinon, c'est le mois de janvier, Veganuary, donc on incite tout le monde à manger vegan au mois de janvier et on fait plein d'actions en ce sens, autant auprès des particuliers que des professionnels qui sont nos clients principaux. Très bien. Et du côté de Bastien? Et nous, déjà, je tiens à préciser qu'on a testé les produits de Yumgo et que j'espère qu'on les retrouvera très vite dans un des produits qu'on développe. Les actualités côté Giminis, elles sont assez simples. Nous, on sort d'un mois de décembre où ça a été un petit peu le mois de décembre de tous les records. On n'a jamais autant vendu sur le net et sur nos autres canaux. Donc, j'espère que parmi ceux qui nous écoutent, vous avez eu des insectes sur votre table pour le réveillon ou sous le sapin pour Noël d'une façon ou d'une autre, ou d'autres produits. Et puis on continue notre développement puisque là on travaille depuis 3 ans sur un produit qui sera un substitut carné qui s'appelle Insteak, qui est tout simplement une galette avec au lieu d'avoir que des protéines végétales, il y a aussi des protéines animales de type insecte. Et ça, normalement, on devrait finaliser la sortie puisqu'on a commencé déjà dès le mois d'août à faire des tests marché qui se sont très bien passés avec d'ailleurs une autre startup de la food tech qui s'appelle Food Cherry, où on a vendu 600 ou 700 burgers en moins de 4 minutes avec eux, avec nos steaks. Donc j'espère que l'année 2022 signera enfin la mise sur le marché en France et dans d'autres pays de ces produits-là, puisque nous, depuis quelques mois maintenant, tous nos produits d'insectes sont enfin complètement légaux sur les marchés européens après des années et des années de bataille juridique. Donc voilà, c'est ça la grande actualité, c'est que 2022, c'est l'année de la simplicité pour les entrepreneurs. Et je me réjouis de cette évolution. En tout cas, une fois encore, merci à tous les 3 et à Clara aussi, d'avoir pu participer à ce webinaire. Je conclurai simplement sur, l'appel à candidature pour le programme d'accélération Toaster Lab qui était lié à Vitagora, qui est en cours et qui s'achève le 24 janvier prochain, et vous pouvez candidater sur toasterlab.vitagora.com. Merci encore à tous d'avoir assisté à notre webinaire. Bonjour à tous ceux qui nous regardent en replay. Et puis, une fois encore, meilleurs vœux à chacun d'entre vous. Et puis, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci tout le monde, au revoir.